Après être monté à bord d'un avion avec un faux nom, une mallette pleine de fils et une demande audacieuse, D.B. Cooper est un homme qui a donné des nuits blanches aux forces de l'ordre pendant des décennies. Et le pire, c'est que personne ne savait qui il était jusqu'à maintenant. Pendant plus de 50 ans, D.B. Cooper était le fantôme que l'Amérique n'arrivait pas à attraper. Avec des théories du complot qui se multipliaient, il était inévitable que la vérité finisse par être découverte. Maintenant, après 54 ans, la véritable identité de D.B. Cooper a été révélée. Comment a-t-il été découvert, et quelles vérités vont être dévoilées? Découvrons-le. Comment un seul homme a-t-il réussi à réaliser un braquage qui a laissé les Américains stupéfaits et les forces de l'ordre frustrées? Avec un parachute mystérieux et un enquêteur tenace, toutes les preuves pointent vers un seul homme. La vérité commence enfin à émerger. Mais revenons au début de l'histoire. C'était la veille de Thanksgiving, en 1971. L'aéroport était rempli de gens pressés de rentrer chez eux, et le vol 305 n'était qu'un court trajet de Portland à Seattle, rien d'extraordinaire. Mais quelque part entre la rangée 18 et le cockpit, un homme en costume sombre, avec une cravate à pince et des lunettes de soleil, allait transformer un vol banal en l'un des plus grands mystères non résolus de l'histoire américaine. Il a donné son nom, Dan Cooper. Un homme ordinaire en apparence, sauf qu'il ne l'était pas. Le vol 305, un Boeing 727 de Northwest Orient Airlines, devait durer seulement 30 minutes. Mais à mi-chemin, quelque chose d'imprévisible s'est produit. Cooper, toujours calme, a tendu une note manuscrite à l'hôtesse de l'air. Elle a souri poliment, pensant qu'il s'agissait d'un numéro de téléphone. Elle l'a glissé dans sa poche. C'est alors que Cooper s'est penché et a murmuré quelque chose qui a changé l'histoire de l'aviation américaine pour toujours. « Mademoiselle, vous feriez mieux de lire cette note. J'ai une bombe. » À cet instant, l'hôtesse s'est figée. Dans la note, Cooper énonçait ses exigences, 200 000 $ en billets de 20 $, 4 parachutes et un camion-citerne prêt à Seattle. S'il n'obtenait pas ce qu'il voulait, il ferait exploser l'avion. Il ne semblait pas bluffé, car lorsqu'elle a hésité, il a entrouvert sa mallette, révélant ce qui ressemblait à des bâtons de dynamite reliés à une batterie. L'hôtesse, restant calme, a hoché la tête et s'est dirigée vers le cockpit comme si de rien n'était. Elle a informé le pilote, William Scott, qui a immédiatement averti le copilote et l'ingénieur de vol. À ce stade, ils ignoraient à qui ils avaient affaire. Était-ce un ancien militaire? La bombe était-elle réelle? Était-ce une action politique? Le pilote a transmis un code de détournement à la tour de contrôle, déclenchant l'alerte au sol. En quelques minutes, le FBI était informé, c'était désormais une affaire fédérale. Lorsque le vol 305 a atterri à Seattle, le FBI était déjà en action. Les passagers ont été évacués, ignorant qu'ils venaient de participer à ce qui deviendrait le détournement le plus légendaire de l'histoire américaine. L'argent a été livré, les parachutes fournis, et avec un équipage réduit à bord, l'avion a redécollé sous les ordres de Cooper, en direction du Mexique. Puis, quelque part au-dessus des forêts denses de l'État de Washington, sous une pluie battante et des vents de 300 km/h, D.B. Cooper a ouvert l'escalier arrière de l'avion et a sauté vers 20 heures. Et juste comme ça, il a disparu. Un instant, D.B. Cooper était dans le siège 18C, et l'instant d'après, il tombait à travers 3000 mètres de ciel noir, un sac d'argent attaché à sa poitrine, avec seulement la nuit pour l'accueillir. Mais ce qu'il ignorait, c'est qu'avant de sauter, il avait laissé sa cravate à pince. L'équipage a atterri à Reno, sans Cooper. Il avait sauté quelque part au-dessus des forêts épaisses près de la rivière Washougal, dans le sud-ouest de Washington, et le FBI n'avait aucune idée par où commencer. Dès le matin, la recherche était en cours. Des centaines d'agents, des policiers d'État, des parachutistes, des hélicoptères, des chiens pisteurs. Ils ont fouillé chaque recoin de forêt, les berges des rivières, les petites villes. Mais pas une empreinte, pas un bout de tissu, pas une brindille cassée. C'était comme si l'homme s'était évaporé dans les arbres. Pour compliquer les choses, les médias se sont trompés sur un détail crucial, son nom. Sur le billet d'avion, c'était Dan Cooper. Mais dans les reportages, une erreur a transformé Dan en D.B. Et D.B. Cooper est resté. Le FBI a suivi chaque piste, enquêtant sur plus de 1000 suspects. Un homme a même confessé sur son lit de mort, mais il cherchait juste de l'attention. Aucun ADN, aucun échantillon d'écriture, aucun billet de rançon n'a donné de piste solide. Sauf une. Un camping innocent a marqué un tournant pour le FBI. Près de 10 ans plus tard, une découverte a relancé l'affaire. En 1980, un garçon de 8 ans, en camping avec sa famille,
a trouvé quelque chose d'étrange enfoui dans le sable le long de la rivière Columbia. 3 liasses de billets de $20, abîmés par le soleil et l'eau, mais toujours attachés par des élastiques. La famille a alerté la police, et après enquête, le FBI a confirmé que les numéros de série correspondaient à ceux de la rançon. C'était la première et unique preuve physique laissée par Cooper. Cela a soulevé plus de questions que de réponses. Était-il mort dans sa chute, et l'argent avait-il été emporté par la rivière? Ou l'avait-il caché pour tromper le FBI? Les recherches ont repris à Tenabar, les plongeurs ont exploré la rivière Columbia, les analystes ont examiné l'argent. Mais rien. Pas de parachute, pas d'équipement, pas de corps. Juste 3 liasses de billets trouvés par un enfant et des milliers de nouvelles questions. Malgré cela, l'affaire est restée ouverte. Pendant des décennies, le FBI l'a gardé comme un dossier actif mais froid. En 2016, après 45 ans, ils ont officiellement clos l'affaire, la classant comme l'un des plus grands crimes non résolus de l'histoire américaine. Mais alors que la piste refroidissait, quelqu'un allait tout bouleverser. Pendant que le FBI cherchait des indices, Dan Gridley, un ancien pilote de ligne avec plus de 24 000 heures de vol, menait sa propre enquête via sa chaîne YouTube. Fasciné par l'affaire DB Cooper, il ne pouvait pas lâcher. Il a étudié les journaux de bord, les cartes de terrain, les vitesses du vent et les dossiers du FBI. Il a recréé des scénarios de saut, analysé des modèles de parachute et examiné chaque détail de l'évasion de Cooper. Pas pour la gloire, mais parce qu'il croyait pouvoir résoudre l'énigme. En 2023, plus de 50 ans après le détournement, Dan a fait une découverte troublante. En suivant une intuition, il a trouvé un vieux parachute dans une unité de stockage poussiéreuse en Utah, lié à la famille de Richard Floyd McCoy Jr., un nom qui revenait dans l'affaire Cooper mais sans jamais être concluant. Ce parachute correspondait à la description de celui demandé par Cooper, avec des modifications spécifiques notées dans les dossiers du FBI de 1971. Ce n'était pas une coïncidence. Ce parachute reliait 2 crimes non résolus. McCoy, qui avait détourné un avion 5 mois après Cooper avec un mode opératoire presque identique, n'était plus un simple suspect. Il devenait le principal. Richard McCoy Jr. était un vétéran décoré de la guerre du Vietnam, pilote d'hélicoptère, mormon dévot, marié, père de famille, étudiant en droit à Brigham Young University. Pour ses voisins, il incarnait le rêve américain. Mais 5 mois après la disparition de DB Cooper, McCoy a fait la même chose. Le 7 avril 1972, il a embarqué sur le vol 855 de United Airlines à Denver, avec une mallette. Calme, il a tendu une note à l'hôtesse, indiquant qu'il avait une bombe. Il a exigé $500 000, 4 parachutes et un avion prêt pour San Francisco. Après avoir reçu la rançon, il a sauté au-dessus de l'Utah. Mais cette fois, le FBI l'a attrapé. McCoy avait laissé une note manuscrite dans le cockpit et des empreintes sur un verre d'eau. En quelques jours, ils l'ont retrouvé chez lui, à Provo, Utah. Les similitudes entre les 2 détournements étaient troublantes. Même type d'avion, même méthode de saut, même calme, même note. Était-ce un imitateur, ou était-ce Cooper lui-même? Le FBI a rejeté l'idée que McCoy soit Cooper, citant des différences de motifs, d'apparence et de description physique. Cooper était décrit comme un homme d'une quarantaine d'années, cheveux foncés, peau olive. McCoy avait 29 ans, cheveux clairs, teint pâle. Les notes avaient des différences d'écriture. Le FBI a conclu qu'il était un imitateur. Mais Dan Gridley voyait autre chose. McCoy, formé militairement, savait brouiller les pistes. Changer son apparence, modifier son écriture, c'était peut-être une tactique. Plus Dan enquêtait, plus les différences semblaient être un camouflage. Derrière l'image parfaite de McCoy, il y avait une tension silencieuse. Après son détournement, il a été condamné à 45 ans de prison. 2 ans plus tard, il s'est évadé avec d'autres détenus, mais 3 mois après, il est mort dans une fusillade avec le FBI en 1974. Dan Gridley, en trouvant le parachute dans une unité de stockage liée à la famille McCoy, a cherché des réponses auprès de ses enfants. Mais il restait silencieux, comme s'il protégeait un secret. Puis, dans un grenier à Provo, Utah, un autre parachute a été trouvé, caché derrière des décorations de Noël. Ces caractéristiques correspondaient à celles décrites par le FBI en 1971. Ce n'était pas une coïncidence. McCoy, expert en parachute, aurait pu le modifier et le cacher intentionnellement. La découverte de Dan, relayée par une vidéo virale, a forcé le FBI à rouvrir l'affaire. Le parachute a été envoyé à Quantico pour analyse. Avec la cravate laissée par Cooper,
contenant un ADN partiel, ils espéraient un lien avec McCoy, peut-être via son exhumation ou l'ADN de ses enfants. L'affaire n'était plus froide. C'était une course contre la montre. Dan Gridet a persisté, contactant les enfants de McCoy, Chanté et Rick McCoy III. Après des semaines d'efforts, ils ont parlé. Rick a avoué, on n'a jamais voulu y croire, mais tout est là. Il était Cooper. On l'a toujours su, en quelque sorte. Leur mère étant décédée, ils se sentaient libres de parler. Cette confession, diffusée par Gridet, a secoué le monde. D.B. Cooper n'était plus un fantôme. C'était Richard Floyd McCoy Jr. Était-ce un frisson, une déclaration, ou une révolte contre un monde qui l'avait brisé? Certains psychologues disent que le détournement était un cri de contrôle dans un monde chaotique. McCoy n'était pas un fantôme, mais un homme avec des failles, des désirs, et une audace désespérée. Pour Chanté et Rick, parler était une quête de paix. Pour Gridet, c'était honorer la vérité. Même si l'affaire semble résolue, des questions persistent. Que cachait encore McCoy? Quels secrets restent enfouis? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Aimez, partagez et abonnez-vous. Pour plus de contenu, cliquez sur la prochaine vidéo.